Bien, nous passons donc au premier dossier de la troisième conférence de gynécologie obstétrique que j'avais intitulé « Une patiente se pose des questions sur l'allaitement ». Donc, la première question, quels sont les arguments en faveur d'un allaitement maternel ? Donc, je vous ai repris, cotés dans la réponse, les cinq principaux arguments qui sont tous cités dans les recommandations qu'a mis l'HAS récemment, donc je pense qu'il faut les connaître. Tout d'abord, c'est les apports nutritionnels de la mère sont adaptés exactement au nouveau-né et à la période en fonction de sa croissance. Donc, c'est pour ça que c'est le premier argument. Deuxième argument, il y a un argument immunologique, parce qu'il y a des anticorps qui sont présents dans le lait maternel et qui sont, grâce à eux, on a une diminution des infections et ça aura aussi un rôle sur les allergies de l'enfant ultérieurement. Donc c'est le rôle immunologique qu'il fallait noter. Il y a la relation mère-enfant, qui est aussi importante. Il y a le coût économique et il y a aussi une association avec une diminution du risque de cancer du sein pour la mère. Question 2, je vous demandais quels étaient les conseils à donner à la patiente pour le bon déroulement de l'allaitement. Donc, ça, vous verrez ça exactement quand vous passerez en gynécologie obstétrique en suite de couche. Le plus important, c'est d'expliquer à la mère comment tenir son enfant. Ça veut dire que le bébé doit être vraiment sur le ventre, peau à peau avec la mère. Donc déjà, il faut lui dire ça, il faut qu'elle le tienne comme ceci. Et il faut que le bébé soit dans une position telle qu'il puisse prendre entièrement l'aréole avec sa bouche. Si jamais la position est mauvaise, en fait, il va, avec son palais, racler au niveau du téton de la mère, et c'est ça qui entraîne des douleurs, c'est ça qui entraîne des crevasses. Donc ça, déjà, c'est primordial. Après, vous lui dites que la durée, c'est à peu près 10-15 minutes par tété à chaque fois, et c'est un sein par tété. Généralement, le nouveau-né s'arrête spontanément au bout de 10-15 minutes. La fréquence, on dit que c'est à peu près toutes les 3-4 heures, à peu près, 3 heures ou 4 heures. C'est ce qui correspond à peu près à la demande du nouveau-né. Vous pouvez recommander à la patiente, alors ça je ne l'avais pas coté, c'est si jamais elle commence à avoir des crevasses, c'est-à-dire des petites lésions au niveau du mamelon, vous pouvez lui dire de mettre une petite goutte de lait à la fin de la tétée, ça a un pouvoir cicatrisant. Si jamais ça passe pas, bon là j'ai une petite digression, il existe en fait des mamelons en plastique que l'on pose sur le mamelon qui est un petit peu douloureux. Le bébé tète dessus et ça permet de soulager la mère pendant la tétée sans interrompre la tétée. Vous lui dites bien que si jamais le bébé ne prend pas le poids qu'il faudrait, dans ce cas-là, on peut ajouter des compléments alimentaires pour le bébé en plus de la tétée. Ne faut-il pas recommander les tétées aux deux seins à chaque fois pour limiter le risque d'engorgement ? Alors, c'est discuté. L'HAS en a parlé dans ses recommandations, que vous pouvez lire, et il est clairement dit qu'il n'y a pas de recommandation là-dessus. Donc, vous pouvez dire à la patiente, ça c'est intuitif, que si jamais elle a un sein qui est un petit peu engorgé, éventuellement elle peut donner le sein au bébé pour soulager un petit peu, mais il n'y a pas de recommandation là-dessus. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire de le mettre absolument dans votre copie, et je ne pense pas qu'on vous sanctionne là-dessus. Question numéro 3. Donc là, c'était une question sur allaitement et tabac. De savoir est-ce qu'on peut reprendre le tabac quand on allaite. Alors, nous, en tant que médecins, on doit de toute façon encourager le plus possible à ne pas reprendre le tabac et à stopper. Et on peut argumenter par le fait que la nicotine passe dans le lait maternel. Donc c'est un argument en plus pour la mère pour dire de ne pas reprendre la fumée. Après, si jamais elle fume, absolument, on peut aussi lui dire qu'il y a aussi un risque d'inhalation de la fumée pour le bébé dans la pièce dans laquelle la mère a fumé, que ça peut être nocif. Si jamais elle veut absolument fumer, donc vous lui déconseillez et vous lui dites que si jamais elle doit absolument fumer, eh bien dans ce cas-là, il vaut mieux qu'elle fume après la tétée pour éviter le passage de la nicotine dans le lait et dans une pièce séparée de celle où vit le bébé et où elle lui donne le sein. Voilà, une pièce aérée avec une grande fenêtre. Mais bon, en tout cas, ce qu'il fallait répondre, c'est non, il ne faut pas qu'elle recommence à fumer. Alors après, oui, il y a des contre-indications absolues à l'allaitement maternel. Alors, il n'y en a que 2 qui sont absolues formellement. C'est-à-dire que, voilà, alors c'est... du point de vue maternel, c'est la notion de VIH. Donc le VIH maternel est une contre-indication absolue dans les pays développés, ce qui n'est pas le cas dans les pays en voie de développement, parce que le bénéfice à allaiter est supérieur au risque infectieux.
Du point de vue néonatal, il y a la galactosémie, une pathologie du nouveau-né qui contre-indique de façon absolue l'allaitement. Après, vous trouverez sans doute d'autres contre-indications qui seront à discuter au cas par cas, une infection, une prise de médicaments, autre chose, mais c'est à discuter, voilà, c'est pas absolu. Qu'est-ce que la galactosémie? Alors, la galactosémie, c'est une maladie génétique qui est autosomique récessive du nouveau-né, qui touche à peu près un nouveau-né sur 35 000, à peu près, sur 35 000 naissances, en Europe. À peu près. C'est une maladie qui est dépistée par le test de Guthrie, et en fait c'est un déficit enzymatique que n'a pas un déficit enzymatique du nourrisson, qui est un déficit de la galactose 1-phosphate uridyltransférase, c'est la GALT, GALT, l'acronyme, je pense que vous connaissez, et ça entraîne en fait une accumulation de galactose 1-phosphate dans l'organisme du nourrisson. Et ça peut entraîner des complications assez importantes, assez sévères et irréversibles si jamais il allait. Ça entraîne des hépatopathies, des encéphalopathies, donc ça peut être gravissime et ça peut aller jusqu'à le décès du nourrisson. Donc c'est pour ça qu'il faut le dépister précocement. Le traitement, alors il n'y a pas vraiment de traitement, il y a plutôt une prévention, et bien c'est de ne pas allaiter l'enfant pour pas qu'il y ait l'accumulation de galactose 1-phosphate. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc maintenant, la question 4. Question 4, c'était la patiente présente une fièvre à 38,5 à J3 de l'accouchement, donc à J3 du postpartum, et je vous demandais les principales étiologies de fièvre dans le postpartum qu'il fallait évoquer, éliminer. La première cause de fièvre du postpartum à évoquer, généralement, sont les causes urinaires, vous verrez, donc c'est la pyélonéphrite, il faut absolument l'évoquer. Après, vous avez les causes thromboembolique. Donc pensez-y, pensez à bien examiner les patientes pour surtout éliminer une phlébite des membres inférieurs ou une phlébite pelvienne. Après, la patiente a accouché, donc il faut penser aux causes obstétricales. Donc là, c'est l'endométrite. Donc là, il faudra examiner aussi la patiente avec un toucher vaginal et rechercher une douleur à la mobilisation utérine, une leucorrhée nauséabonde, faire un prélèvement vaginal. Et puis après, c'est le diagnostic d'élimination qu'il faut évoquer si jamais tout le reste est normal. C'est l'hyperthermie qui est secondaire à la montée de lait, qui intervient généralement à ce moment-là. Mais c'est un diagnostic d'élimination et vous ne pouvez pas vous contenter de ça sans avoir fait le tour du reste. La question 5, donc je vous disais que la patiente doit sortir de la maternité et elle vous demandait quelle contraception prendre et elle souhaiterait reprendre la pilule qu'elle connaît, qui est sa pilule œstroprogestative. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous lui conseillez ? Alors, donc là, le raisonnement est différent selon que la patiente allaite ou n'allaite pas. Donc là, en l'occurrence, la patiente allaite. Donc vous lui dites qu'il vaut mieux éviter les œstroprogestatives. Vous lui dites non. Et en fait, c'est reconnu comme, on sait que les œstroprogestatives diminuent la quantité de lait produit. Donc c'est pour ça qu'on les contre-indique. Voilà. Et donc on lui propose dès la sortie une contraception par microprogestatif. Donc là, vous verrez, vous avez soit Cerazette, soit Microval, donc ce sont les marques, sachant que Microval est une pilule qui est remboursée, mieux remboursée que Cerazette. Si jamais vous prescrivez ces pilules-là, précisez bien à la patiente qu'il faut vraiment les prendre à heure fixe et qu'un oubli de 3 heures suffit à la rendre inefficace. Donc c'est quelque chose dont il faut vraiment, vraiment bien informer les patientes. Et puis sinon, vous avez la contraception mécanique. N'y a-t-il pas non plus un surrisque thromboembolique à prescrire une pilule œstroprogestative en postpartum? Alors, oui, il y a un surrisque. Il y a un surrisque, mais en postpartum immédiat. Donc ça veut dire dans les 3 premières semaines. Donc si jamais vous avez une patiente qui allaite, de toute façon, vous ne vous posez pas la question puisque vous ne prescrivez pas d'œstroprogestatif, vous proposez un microprogestatif. Donc là, dès la sortie, il n'y a pas de souci. Si jamais elle n'allaite pas, donc dans ce cas-là, vous allez lui prescrire du Parlodel pendant 3 semaines pour inhiber la montée de lait. Et à l'arrêt du Parlodel, dans ce cas-là, vous lui demanderez de poursuivre sa contraception œstroprogestative habituelle. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut ne pas en donner dans les 3 premières semaines. C'est la période à laquelle vous donnez le Parlodel. Donc il n'y a pas de souci.